Je crois que l'image que j'ai a plus d'impact que mes propres textes. Et l'impact, s'il y a, c'est de poser cette question, voilà, l'auteur Ahriman, tout de suite, qu'est-ce que c'est qu'être malgache? Et c'est dans cette incertitude, peut-être que j'ai plus d'impact que mes textes. Parce qu'il y a eu des gens qui m'ont jamais lu et qui m'attaquent. Février 2002. Madagascar s'enfonce dans une crise politique et économique à la suite des élections présidentielles de décembre 2001. La population, lassée du règne de l'amiral Aratsiraka, a répondu en masse à l'ascension fulgurante d'un jeune chef d'entreprise, Marc Ravalomanana, récemment entré en politique. Les résultats sont controversés. Ravalomanana s'estime vainqueur au premier tour, tandis que la Tsiraka réclame un second tour. Une grève générale paralyse l'île et des centaines de milliers de partisans de Ravalomanana manifestent chaque jour sur la place du 13 mai au centre de Tananarive. Un double pouvoir se met en place et le peuple malgache va connaître près de 8 mois de crise. C'est dans ce climat qu'à Paris, l'écrivain Jean-Luc Rahman prend la parole. L'histoire de l'Afrique, c'est un petit peu l'histoire de la complicité entre certains dirigeants africains et également des entreprises ou alors des individualités qui ont des profits immédiats à tirer. Pour moi, c'est également une guerre de discours qu'il faut gagner. Généralement, on va dire qu'à Madagascar, il y a 18 ethnies. Les Malgaches aussi vont le dire, parce que les Malgaches ont intégré ça en eux. Et lorsqu'on va poser la question, combien d'ethnies il y a à Madagascar? 18 ethnies. Mais qui a dit qu'il y a 18 ethnies à Madagascar? Qui le sait? Eh bien, c'est Galeni qui a décrété qu'à Madagascar, il y a 18 ethnies. Et c'est les seules personnes que la France voudrait bien mettre au pouvoir qui sont arrivées à l'indépendance et qui continuent jusqu'à maintenant dans cette veine-là, où nous avons encore notre dictateur Ratsiraka. En 91, il a donné l'ordre de tirer sur la population. Ça a été filmé en direct et passé ensuite dans les journaux français. Et cette même personne, eh bien, est encore soutenue par la France. Je veux juste dire un proverbe malgache, puisqu'un malgache doit dire un proverbe. C'est, je le dis d'abord en malgache, manapatin, manapakain. Couper la parole, c'est couper la vie. Et la parole des Africains et des Malgaches en ce moment est coupée. Et la vie des Africains, la vie des Malgaches est coupée. J'ai écrit sur les flammes ces mots qui jamais ne t'atteindront. J'ai écrit sur ces flammes mes mots qui n'étaient déjà plus que cendres. Je t'ai parlé de mort, je t'ai parlé de guerre, de désespérance et de noirceur. Les flammes sont montées plus haut encore, mais elles n'ont pas rejoint le soleil. Je m'arrête là. Hier encore, sur ces terres, hier encore, je n'arrive pas à te le dire. Hier encore sonne déchirant et nous blesse dans nos souvenirs. Qu'est-il donc arrivé à ce continent pour qu'aujourd'hui résonne vide dans nos espérances? Je m'arrête là. J'ai écrit sur les flammes mes mots lourds encore de larmes. Ils n'ont pu éteindre et couvrir tout ce feu qui nous dévaste. Quelque part, nous n'avons pas réglé nos problèmes identitaires. Quelque part.
Et c'est pour ça que lorsqu'on joue sur les identités, lorsqu'on joue sur le discours de l'identité, bien, il y a des gens qui ne savent pas et qui prêtent l'oreille. On dit toujours que les Mernes des hauts plateaux, donc, ont toujours été favorisés par la colonisation, après la colonisation, et que même pendant la royauté, ils ont été les bêtes féroces des Malgaches. Et ça, on n'a pas regardé ça en face en se disant quelle est véritablement notre histoire. On arrive à cette idée, comme quoi les Malgaches qui n'ont jamais eu cette idée d'ethnie, ils ont eu des idées, les Betsimsar, ceux qui se séparent pas, les Antandroui, les habitants des épines, les Antakar, les habitants des rochers. C'est sur la géographie que les gens se donnent des noms, pas sur l'ethnie. Mais c'est ça, après, ça a été introduit par la colonisation, mais surtout l'idée comme quoi il y a deux ethnies majeures, les Mernes donc, et les autres. Et en même temps, ils disent qu'il y a 18 ethnies à Madagascar. Mais ce que vous avez entendu, c'est ce que vous entendez maintenant, c'est côtiers et Mernes. Qui sont ces côtiers? Qui sont ces Mernes? L'organisation sociale à Madagascar n'a pas changé. Depuis les temps, il y a eu l'esclavage est passé, la colonisation est passée. Maintenant, l'indépendance depuis 72. Ce qui fait le socle de la société malgache n'a pas changé. Moi, je suis sûr que cette histoire de côté et merde, c'est superficiel. Je t'explique parce que à la base, on a toujours les trois catégories. Classe des esclaves, classe des hommes libres et classe des nobles. Et partout dans l'île, ça se retrouve. On va dans l'extrême nord, il y a toujours cela, les anciens descendants d'esclaves, les hommes libres et les nobles. Et le pouvoir maintenant se dispute entre les nobles et les hommes libres. Et après, on greffe l'histoire de voilà, les Sakalaves, voilà, les mers. Si on prend aussi Ratsimanjava, tout le monde sait, et Ratsimanjava ne l'a jamais renié, qu'il est descendant d'esclaves. Après, il a été assassiné. Il n'y a jamais eu d'enquête sérieuse concernant sa mort. Est-ce que la question se pose si c'était un noble qui a été assassiné comme cela? La terre entière, nous l'avons réduite à cette île si grande. L'univers, l'avons peuplé de nos seuls dieux. Et nous nous disons dorénavant maîtres de toute la terre, souverains universels. Mais notre royaume n'est construit que sur des mythes, que sur des mensonges, que dans l'aveuglement et la négation des autres mondes, auxquels nous appartenions pourtant. À quel moment les hommes se disent-ils que, voilà, c'est une terre qui m'appartient? Pourquoi un étranger qui arrive ne pourrait pas se dire, voilà, je me sens bien là, c'est aussi ma terre? Et puis à quel moment aussi la société humaine accepte le fait que, voilà, telle nation appartient bien à telle terre. Nous rêvons notre passé, l'inventons, le sublimons. Nous appréhendons notre futur, cauchemardesque par ce présent que nous ne maîtrisons plus, par ce présent que les autres mondes sont en train d'investir, ces autres mondes que nous avions repoussés dans l'abîme même de notre imagination. Il y a des colonisations, je vais dire, qui ont réussi. Notre colonisation à nos Malgaches a réussi. Nous sommes venus d'ailleurs. Et maintenant, je ne sais pas ce qui s'est passé, comment on a fait pour... est-ce qu'il y a eu conflit avec les Vazimbes ou pas? Est-ce qu'il y a vraiment eu simplement intégration? Et qui sont exactement les Vazimbes? Qui sont-ils? Et comment ça s'est vraiment passé avec le contact avec les premiers Malgaches? Ça, c'est la nébuleuse totale. Je rêve, Konanticha, d'abîmer mes pas dans la solitude et de ne plus devoir ma vie aux restants de mon clan. Je rêve, Konanticha, de ne point destiner mon corps à la tombe familiale, mais de le dissoudre hors de la portée des hommes. Qu'il erre,
qu'il divague, qu'il dérive sur les vents. Mon âme ne sera point de celle que les vivants invoqueront pour dire leur destinée, pour sceller, pour confirmer leur acte, leur justice, ou en vérité, leur système. Je refuse, Konantcha, de perpétuer une doctrine de pouvoir par-delà même ma mort. C'est clair. C'est clair. C'est un discours très nouveau, ça, Madagascar. Oui, puisque Tu en as... j'en ai très conscience, puisque j'ai toujours cette impression qu'il y a un certain discours qui s'est mis sur place, et comme quoi il y a un pouvoir qui descendrait presque du ciel. Et même lorsqu'on donne la parole, qu'est-ce qu'il y a la parole? C'est d'abord les ancêtres. Il faut savoir aussi qui est l'ancêtre. Est-ce que c'est un ancêtre noble ou pas noble? Après les ancêtres, les anciens, puis le reste peut prendre la parole de temps en temps, donc prendre le pouvoir. Et il n'y a de parole légitime, il n'y a de pouvoir légitime que si elle a été acceptée par les morts, ou par les ancêtres, par Dieu. Quand on va invoquer les esprits, on va invoquer les esprits de la Navarne, de la Dame, de temps et temps. Mais est-ce qu'on invoquera l'esprit de la Douzaine, qui a fait quand même beaucoup de choses pour Madagascar? Est-ce qu'on invoquera l'esprit de tous ces oubliés de l'histoire de Madagascar? Mais c'est toujours le même système qui se perpétue d'année en année, de génération en génération. Ou on est derrière moi, ou on est contre moi. À la limite, c'est pas grave, même si on lit pas ces textes. Je parle des pauvres. C'est pas des personnages nobles. Il faut quelle est la noblesse de la littérature, quelle est cette lumière qu'un poète doit montrer. Et puis je pense aussi que il y a aussi ma façon d'utiliser la langue française. J'ai pas de phrases de normalien. Inventant des origines célestes, créant des mythes nouveaux, nous avons effacé notre passé, occulté notre véritable histoire. Ce dérivage affirme maintenant qu'ils descendent du prophète, que jalousés, persécutés, ils avaient préféré quitter la Terre Sainte et échouer sur ses rivages. Ceux des cimes soutiennent que la fille de Dieu était descendue sur cette terre pour épouser leur ancêtre, le premier homme. Nous avons tant fermé les yeux sur nos origines que le fil des temps s'est rompu et nous a rendus aveugles. Le langage, le discours à Madagascar est tellement ancré chez nous que toute rébellion dans la parole ou même toute prise de parole est risquée. Ou peut-être aussi, je me dis, est-ce que je suis allé trop loin? Je pose aussi cette question. Mais en même temps, c'est pas grave. C'est pas grave, même si je suis allé trop loin. J'essaie simplement de me dire, voilà, je me pose mes questions, moi. Est-ce que ça remet en cause beaucoup de choses? Sûrement. Mais est-ce que je mesure les conséquences? Je ne veux pas mesurer les conséquences. Je ne veux pas réfléchir sur l'impact que ça pourrait avoir. Je crains les dieux. Je crains la colère des cieux. Moi, progéniture de l'insoumission. Nuit, nuit, ma douceur rampe sur les pavés. Là-bas, les murailles rugueuses miroitent d'ombre et de caresses. Je dis, Crève-cœur ce soir m'aimera d'un amour tranchant. Rire, pluie et désir, grésil ou lamelle sur la peau frissonnante. Je ne te reverrai peut-être plus, sûrement plus, non. Et même lorsqu'on
on prend tout ce qui est autour de la mémoire, tout autour de la prise de parole chez nous. C'est extrêmement réglementé. C'est pas pour rien que il a la place de Mahamasna, par exemple. Mahamasna, l'endroit sacré. C'est là que la reine prenait la parole. Plus on parle à Madagascar, plus on a du poids. Et lorsqu'il y a des cérémonies, n'importe quelle cérémonie chez nous, et même dans les villes, dans les grandes villes, eh bien, qui prend la parole, c'est l'aîné. Et cette parole ne se prend pas comme cela, on s'excuse de prendre la parole. Donc le poète dans tout cela, l'écrivain. Surtout que si le poète, Rabbi Arvil a installé cette question de poète, cette image de poète maudit qui se suicide. Il y a aussi d'autres poètes, Dox qui est poète maudit aussi. L'ivrogne, le poète qui est dans la rue et qui dit des choses effrayantes. Et la prise de parole, elle est risquée, toujours. Une lettre, un souffle pris au vent. L'île est inondée. L'île brûle. Une brume de terreur, d'eau et de flammes. Au-dessus, planer, me caler sans fond dans mes rêves lourds et ne plus bouger, ne plus bouger. Attendre l'être explosé. Dans la littérature de langue malgache, il ne faut pas se voiler la face. C'est d'abord la langue mère. À un moment donné, je refusais de lire les textes en malgache, parce que j'étais mal dans mon identité. Et comment faire aussi lorsqu'on commence à écrire? Eh bien, en malgache, je veux dire, les références qu'on a, c'est des textes écrits en langue mère. Mais moi, j'ai une autre langue. Comment je vais faire pour passer cette langue? Quelle est ma terre? Murmurait Benz. Je suis né ici, entre ces collines, entre ces 1000 collines, né esclave, né apatride. Pourtant, je défends cette terre contre les coloniaux. Mais si je meurs, si une balle rompt le souffle de ma vie, où ensevelirai-je mon corps? Entre ces 1000 collines qui m'ont vu ramper au pied de mes maîtres, ou bien profond dans le ventre d'un chien? Mes parents sont côtiers, mais moi je suis né à Tana. Ce qui met en brèche vraiment cette idée comme quoi tous les mernes sont clairs de peau, tous les côtiers sont noirs de peau. Nous, on est de toutes les couleurs, 7 frères et sœurs. Mes pères viennent de l'Est. Il me faut marcher pour atteindre leur terre. Marcher et ne jamais m'arrêter et ne jamais me plaindre. Il me faut m'attendre aux maladies, aux voleurs, aux tueurs. Et moi, j'ai l'air de merde. Moi, je parle merde couramment, sans accent et tout. J'étais un petit merde. Et je pouvais entendre les discours des uns et des autres. Je ne contredisais pas les merdes, par exemple, lorsqu'ils vont dire mais les côtiers ne sont pas des Malgaches, c'est des Africains. Je suis tellement saisi que j'arrive jamais à répondre. Et je me dis, mais je suis quoi? Je suis quoi? Ou alors quand je vais chez mes cousins, typiquement côtiers, et eux aussi, ils ont leur discours sur les merdes. Il fallait d'abord prouver que j'étais un takar, au Timiet, ou je sais pas quoi. Et mon père est Timiet, ma mère est takar. Ou alors, lorsqu'on est à Tananarive, la première question qu'entre enfants ou les adultes te posent, et je n'ai jamais su répondre à cette question. La terre natale. J'ai jamais pu répondre à cela. Mais en même temps, je me suis rendu compte que c'était un moyen de discrimination aussi.
Parce qu'après, lorsqu'on donne le nom de la localité, on dit tout de suite, voilà, donc, localité de nobles, localité d'hommes libres, localité d'esclaves. Et ça, pour moi, c'était assez terrible. Je ne voulais pas dire tout le temps, voilà, je suis côtier, ça ne m'intéressait pas. Je me sentais acculturé à Madagascar, mais est-ce que j'étais bien de côté ou de l'autre? Non, puisque je n'étais pas ni intégré dans l'un ou l'autre clan. Ravalomanana, autoproclamé président de la République, installe ses ministres dans leurs locaux, aidé en cela par les membres de la secte du Réveil, censés exorciser les lieux. De son côté, la Tsiraka, qui réclame toujours un second tour, instaure des barrages économiques autour de la capitale. 5 des 6 gouverneurs qui lui sont restés fidèles annoncent l'indépendance des provinces et désignent une autre capitale, Tamatave, ville d'origine de l'amiral. L'île s'engage dans une spirale de violence. Des ponts desservant Antananarive sont dynamités. Les milices ratirakistes se livrent à de nombreuses exactions auxquelles répondent les vengeances ou colères populaires des partisans de Ravalomanana. Celui-ci, soutenu par une grande partie de l'armée, se lance alors à la reconquête des provinces. Chacun est maintenant sommé de choisir son camp. Il y a toujours cette question, mais quel est le programme du nouveau gouvernement? Le programme, il est clair, dans mon esprit, rien qu'avec le slogan « Farmarine, Pharmacine ». Et lorsqu'on regarde bien le jour de l'autoproclamation à Mamassen, la cérémonie se passe à Mamassen. On a toujours le terme « mas » qui est sacré et qui a été traduit en français « sainteté ». Et en fait, tous les Malgaches savent bien que ce n'est pas la sainteté chrétienne dont on parle avec le mot pharmacine, mais c'est le sacré du pouvoir du roi, le mas. Rien qu'en utilisant ce terme-là, ça me rappelle beaucoup de choses sur le fait que c'est le sacré qui va être à la base du pouvoir. Le Farmarine, dans la tradition de l'exercice du pouvoir à Madagascar, on cherche d'abord la justice par les différents témoins. Si on ne trouve pas de résolution à cela, eh bien, il faut chercher maintenant la Farmarine de Dieu, de masse. Et là, généralement, dans l'ancienne pratique, c'est l'absorption de Tanguène. Tanguène, c'est un poison. Donc, si la personne sort vivant de cette épreuve-là, c'est qu'il est marne, c'est-à-dire qu'il est juste. Donc, quelque part, je me pose cette question-là. Et quel est le sens de ce mot, Farmarine, de ce slogan, Farmarine, Pharmacine? Et ce qui accentue un petit peu le fait que lorsqu'on ne partage pas cet avis-là, il n'y a pas de possibilité à la nuance. Il y a même ce terme ratirakiste maintenant. Maintenant, si vous faites taxer de ratirakiste à Madagascar, il ne faut pas se promener dans la rue, à mon avis. Et bon, c'est ce qui est arrivé à mon père, puisque il y a une nuance qu'il tenait, et il y a eu l'impossibilité d'écouter cette nuance-là, de ne pas se dire je suis pour l'un ou pour l'autre. Je ne dis pas que nous, Malgaches, sommes violents. Je suis même persuadé du contraire. Mais notre histoire a été violente. Et c'est tout à notre mérite d'avoir pu que cette violence ne s'est pas vraiment perpétuée tout le temps. Mais un peuple qui a connu 47, par exemple. Mais pourquoi ça n'a pas dégénéré entre les Malgaches? 47, c'est une des premières insurrections de la colonisation. On parle de 100 000 morts, mais je ne sais pas. C'est pas rien pour la population malgache à l'époque. Comment ils ont tenu tête à toute cette violence? À chaque fois, il y a la répression qui se met avec. Et puis aussi cette misère, c'est de la violence. La violence, ce n'est pas simplement prendre la machette, comme au Rwanda, prendre des fusils et puis se tirer. Mais je suis sûr qu'à la base, une certaine philosophie malgache est tout à fait honorable, mais
je n'oublie jamais qu'on est gouverné que par des hommes. Je te raconte l'histoire d'un génocide. La pluie charriait tout le sang qui coulait des coups coupés. Je brandissais des mains sanglantes, arrachées. Il y en avait tant. Pleurer. Je dis. Ce type, il en rajoute. Rire encore. Sur ta peau humide, l'odeur des hommes indécis. Je m'aplatis contre toi, quelconque parmi les milliers de miséreux, de misérables, de repoussants. C'est assez particulier pour moi d'entendre ces textes en ce moment, puisque, comme certains d'entre vous l'ont sûrement vu ou l'ont déjà su, c'est que j'ai fortement l'impression que tout ce que j'ai raconté dans ces textes-là m'arrive en ce moment. C'est-à-dire que j'avais vécu l'écriture de ces textes comme une observation de la société malgache et comme une exploration du passé, exploration du futur. Et donc, je vous lis juste quelque chose que j'avais écrit en 1994. De l'autre côté des mers, traîner encore, me répéter sans cesse que j'ai vu, des hommes, des enfants se faire piétiner à mort parce qu'ils ont volé un peu de nourriture, des cadavres se faire dévorer par les chiens parce que personne n'a songé à les évacuer, vu des nouveau-nés enveloppés dans des toiles, le ventre vide, sans plus d'organes, entendu des rumeurs sur un voisin qui a disparu. J'ai eu peur que mon père ne revenait pas le soir. Réunion politique, il disait toujours. Trop de sang dans nos pays pauvres. Trop de sang à Madagascar. Alors, faut-il toujours parler des gouttes d'encre? Voulez-vous savoir comment les ai-je étalées sur mes feuillets? Y ai-je mis à la façon d'un peintre quelque autre goutte, une larme, une sueur, une rosée, un crachat? Je fais en sorte que mes gouttes d'encre débordent sur les âmes et retombent en sang sur les consciences. Mais le monde changerait-il pour autant? Mais en même temps, je ne veux pas transformer ce débat-là comme une plaidoirie pour mon père, évidemment. Pour ceux qui ne sont pas au courant, donc mon père a été enlevé à Majinga et a été torturé aussi au ministère de la Défense à Tananarive. Et la question que je me pose tout simplement, c'est que quelle démocratie on veut mettre en place à Madagascar? Et tout le monde sait ici l'engagement que j'ai eu par rapport à tout ce qui se passe à Madagascar. J'ai toujours écrit des textes qui sont contre la dictature de Latil, et j'ai toujours soutenu la place du 13 mai. Je dis bien la place du 13 mai, je ne dis pas autre chose. Ce qui fait que je suis dans une position très délicate, comme beaucoup d'entre nous les Malgaches, où beaucoup souhaitent le départ de Latil, mais il y a un certain malaise, surtout par rapport à tout ce qui se passe dans les provinces. Moi, je dirais simplement, comme écrivain, pour l'instant, j'ai fait le plus facile, d'écrire en français. Mais écrire en malgache, c'est le vrai défi. Me have a Bible.